Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans vos bureaux de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Et merci à vous de prendre votre temps et de prendre de votre précieux temps pour nous recevoir et de vous parler d'un sujet passionnant qui est le compostage. Sans plus tarder, je vais commencer la première. Donc, collecte des matières organiques en ici. Pourquoi gérer les matières organiques? La technologie JuraCompost, certaines expériences qu'on a vécues avec des clients spécifiques et on va passer à une période de questions par la suite. Donc, pourquoi gérer les matières organiques dans les ICI? L'objectif de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles est très clair. Comme vous savez, on ne pourra plus enfouir des matières putrescibles d'ici les 5 prochaines années. Donc, bannissement de l'enfouissement des matières organiques, recycler 60% de la matière organique putrescible résiduelle. C'est les grands objectifs du gouvernement du Québec pour nous aider à travailler ensemble. Ils ont installé des programmes qui sont très faciles à comprendre, qui fonctionnent et depuis le temps que je suis impliqué avec des politiques semblables, je peux vous dire que à date, c'est le programme qui est pour moi le plus facile à comprendre et le plus facile à implanter dans nos entreprises, dans les écoles ou ainsi de suite. Les gens de Recycle Québec sont d'un support extrême. Donc, les options pour gérer les matières organiques, vous voyez sûrement les possibilités. Moi, je suis ici pour parler de JuraCompost, mais je peux vous dire en entrée de jeu que n'importe qui fait du compost mérite une bonne main d'applaudissement parce que c'est important de participer. Et comme je dis souvent, lorsque je fais des présentations dans les écoles ou un peu partout au travers de la province de Québec, pour faire du compost, vous avez besoin de 3 lettres. FFM. Et c'est FFM ne veut pas dire les festivals du film du monde. Ça veut dire tout simplement qu'il faut que ça soit facile, il faut que ça soit le fun, il faut être motivé. Donc, collecte privée ou de la ville, vous avez certains endroits sur Montréal et dans certains arrondissements où la ville se charge de collecter vos résidus de table. Et vous avez l'autre possibilité aussi de traitement sur place de compost. Nous, on appelle ça faire du compost local. Pourquoi local? C'est qu'on se dit si chacun de nous fait l'effort de collecter ces matières putrescibles et d'en faire du compost, ça va être d'autant plus facile pour chacun d'entre nous et de notre société de le faire d'une échelle réduite et dans un coût moindre. Donc, traitement sur place, vous pouvez faire du compostage domestique, vous pouvez faire du vermicompost avec des verres et compostage industriel. Vous voyez à la droite de l'écran les appareils disponibles pour faire ce processus de compost. Je vais vous parler un peu aussi de ce qui est notre composteur collectif, ce que vous voyez sur l'écran, le JK 5100. En entrée de jeu, j'aimerais vous spécifier que notre technologie que nous, on a adoptée pour le Canada et les États-Unis, c'est un concept suédois. Pourquoi avons-nous choisi le concept suédois? C'est lors de nos visites en Suède et de notre association stratégique avec nos partenaires suédois, on s'est aperçu que nos amis suédois étaient environ 20 ans en avant de nous. Pourquoi ils sont 20 ans en avant de nous? C'est que lors de la première crise de pétrole, les gens se sont aperçus qu'en Suède, il n'avait aucun champ de pétrole. Donc, premier handicap. Deuxième chose, comme nos partenaires suédois nous l'ont dit, vous n'avez pas en Suède la même facilité d'enfouissement des matières. Donc, ils n'ont pas autant d'espace que nous. Et ce que la situation leur a permis de faire, c'est de dire à chacun des citoyens, on va s'accaparer, nous, en tant qu'individus, chacun d'entre nous, on va s'accaparer l'environnement. Donc, on va le faire pour sauver effectivement nos ressources, nos matières premières, mais on va le faire d'une façon simple. L'appareil que vous voyez sur l'écran, c'est un composteur qui est bon pour 100 familles, donc 2,5 résidents par famille, qui peut accepter 3 repas par jour. Donc, l'appareil peut prendre 50 kg de matières premières, parce que vous allez m'entendre tout au long de la présentation de parler de matières premières.
Nous sommes dans 25 écoles actuellement et un jeune m'a dit un jour, Jacques, tu ne peux pas appeler ça des déchets, ce sont des matières premières parce que le compost qu'on produit, c'est un compost de qualité A. Donc, ce sont des matières premières. Je n'irai pas dans le détail de comment fonctionne cet appareil-là. La simple chose que j'aimerais vous dire, c'est que tous nos appareils fonctionnent sur le principe des deux chambres indépendantes l'une de l'autre. On travaille dans une chambre pendant X nombre de semaines, on arrête, on travaille dans l'autre chambre les autres semaines. L'appareil que vous voyez produit du compost en 4 semaines. Pourquoi est-ce qu'il produit du compost en 4 semaines? C'est un principe en aérobie. À votre droite, vous voyez un petit appareil avec un petit endroit avec une poignée. Il y a un broyeur à l'intérieur qui tourne 1500 tours minute et vous avez un distributeur de particules de bois. Tout le système de Jura Compost fonctionne avec des particules de bois. Ce n'est pas seulement que la solution disponible, mais on calcule que les granules de bois, qui sont les mêmes que les foyers à combustion lente, c'est plus facile à calculer 10 à 12 parce que c'est à peu près la règle qu'on a besoin de 10 à 12 de matière brune pour les matières vertes. Et broyé est envoyé dans la chambre numéro 1. Et au moment où on se parle, mon appareil que nous, on opère pour 2 clients, un c'est Presse Café, l'autre c'est une épicerie végétarienne qui s'appelle Lovie à Saint-Hilaire, fonctionne 24 heures par jour, 7 jours semaine. Donc, les aliments sont mélangés dans la première chambre et ils sont transférés dans la deuxième chambre pour une période de maturation et au bout de 2 semaines, vous avez votre compost qui est A1. Si je parle maintenant de Jura Compost en Suède, à maintenant plus de 600 composteurs, au moment où on a publié cette chose-là, c'était 600, maintenant on est rendu à peu près 1200 en opération en Suède. La majorité dans des complexes immobiliers. Les composteurs sont installés comme une partie intrinsèque des maisons de l'environnement. Je vais vous revenir à ce que nous, on appelle maintenant les maisons de l'environnement. Et ceux qui viennent chez nous, on leur montre comment est-ce qu'une maison de l'environnement peut être installée. C'est un concept vraiment simple et c'est un concept qui rencontre tous les objectifs de chacun des intervenants. Et nous avons visité quelques-uns de ces complexes-là. Excusez. Ici, ce que vous voyez à Gutenberg, c'est un des concepts de maison de l'environnement. Ce que le promoteur a fait dans cette installation-là, c'est que vous avez votre résidence multilogement à côté et à chaque fois que le propriétaire de la compagnie Poseidon érige un nouveau complexe, que ce soit des résidences à prix modique, des condos, des coops, il fait une maison de l'environnement. Sa maison de l'environnement est située à l'extérieur et quand on regarde à l'intérieur de sa maison de l'environnement, c'est un peu ce que ça a l'air. Vous avez chacun des bacs de récupération, que ce soit du verre clair, du verre foncé, du papier journal, du papier glacé, tout est situé dans un endroit et cet endroit sert effectivement à un centre de récupération de tout ce qu'on appelle récupération de déchets et aussi compostage. Vous avez sur la diapositive à droite un petit parc. Le parc a été créé avec le compost produit dans cette maison de l'environnement-là. Vous avez ici une photographie de moi et mon associé à l'intérieur de la résidence de la maison de l'environnement et à votre droite, vous avez effectivement le complexe résidentiel. Donc, vous voyez, c'est à proximité et je vais vous parler un petit peu plus loin des avantages qu'on va retrouver dans ces maisons d'environnement-là. Vous avez une autre application ici où vous avez, pour ceux qui ont mon âge, parce que je suis un vieux baby boomer, on avait dans la résidence en arrière les laveuses et les sécheuses des gens. Ce que le propriétaire a fait, il a décidé de sortir les appareils en question, d'utiliser les endroits où ils étaient situés pour les retourner en habitation. Il a fait ces deux bâtisses-là et les gens vont dans cette bâtisse-là par les composts, mais aussi par les laveuses, sécheuses et faire de la couture. Ce que ça a fait pour ces gens-là, c'est que ça devient un centre de rencontre. Lorsqu'on a parlé à nos intervenants, pourquoi est-ce qu'ils faisaient des maisons de l'environnement, au-delà de la réponse corporative de nous dire parce que l'environnement c'est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, j'étais seul avec le propriétaire de Poseidon et je lui ai dit, OK, pourquoi tu fais ça? Et une des choses que le propriétaire nous a dit, c'est que en faisant des maisons de l'environnement, il s'est aperçu que la clientèle qui attirait dans ces bâtisses était une coche supérieure aux autres, donc pouvait charger un petit peu plus cher,
Deuxièmement, son roulement de locataires dans les endroits où c'était des locataires était moindre. Donc, un coût moindre de revenir à tous les ans ou tous les 2 ans pour repeinturer, nettoyer, puis ainsi de suite. Et en Suède, pour ceux qui ne le savent pas, chaque compagnie, même si elle est publique ou privée, il faut que vos états financiers soient publiés, disponibles à tout le monde. Donc, le taux de financement pour ces hypothèques et ainsi de suite est moindre parce que il fait de l'environnement. Maintenant, ça, c'est du côté des gens qui sont les propriétaires. Vous voyez un autre appareil qui est là. Cet appareil, c'est l'ancien modèle, est dans la bâtisse que je viens de vous montrer. Elle est vieille de 20 ans. Maintenant, ça, c'est le côté, comme je dis souvent, positif du propriétaire d'entreprise. Maintenant, on a parlé à des gens qui sont des résidents de ces environnements-là. Et un des commentaires qu'on nous a fait, c'est que le fait de se rencontrer et aller porter vos résidus, votre matière première dans le composteur, ce que ça a fait, ça a créé un sentiment d'appartenance à la maison de l'environnement, sentiment d'appartenance dans votre quartier, sentiment de confiance aussi. Une des résidentes me disait que lorsqu'elle est arrivée, elle connaissait personne et au fil du temps et au fil des mois, elle s'est liée d'amitié avec les autres locataires et à un moment donné, lorsqu'il vient le temps de quitter pour vacances ou quoi que ce soit, les gens se remplacent, prennent notre courrier, s'occupent de leurs chiens, de leurs chats. Donc, il y a un sentiment, puis une victoire, puis il y a quelque chose pour chacun des individus qui sont impliqués dans cette maison de l'environnement-là. Vous voyez ici une autre application dans une autre cité où on a été visité, même concept. Vous voyez que le concept se répète. Et pour le propriétaire de l'entreprise, il s'est aperçu aussi que la levée des déchets est moins dispendieuse que dans le passé parce que les camions viennent moins souvent. Si les camions viennent moins souvent, moins de gaz à effet de serre, moins de coûts de levée de vidange. Et ce qui s'est aperçu, c'est que dans certains environnements où il a créé des maisons semblables, c'est qu'ils ont réduit le risque d'accident pour les camions qui venaient effectivement chercher les résidus et les vidanges. Vous avez ici une autre application dans une petite coopérative de Gutenberg qui est assez chic, assez unique, et les gens qui demeurent dans cette résidence-là paient un montant annuel pour l'opération du composteur. Et dans la petite porte à droite que vous voyez, et ça, c'est le concierge qui s'occupe de faire la cueillette des citoyens. Il y a certains citoyens qui ont décidé de l'opérer eux-mêmes, mais chaque citoyen a un coût ajouté à son coût annuel de location pour supporter l'activité qui s'appelle environnement, que ce soit les matières premières, le recyclable, très peu de déchets incidemment. Donc, c'est une autre application. Vous voyez ici une autre, je ne vais pas vous en montrer des tonnes, mais celle-ci, c'est le nouvel appareil qu'on vient d'installer à Gutenberg. Même chose, c'est qu'ils ont pris de l'espace stratégique pour installer la machine. Quand je dis espace stratégique, l'espace est finalement une place de stationnement dans le garage. Et lorsque les gens sont rencontrés pour dire à quelle place qu'on met l'appareil, il y avait plusieurs disponibilités pour l'appareil en question, mais les gens, les citoyens, la coopérative de citoyens, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont dit, étant donné qu'on va, chacun d'entre nous, au stationnement tous les jours, ce sera plus facile, c'est en passant prendre notre automobile, revenir le soir, qu'on pourrait utiliser l'espace pour déposer nos résidus de table. Compostage au Québec, pour ceux qui ont l'œil rapide, vous voyez bien que c'est pas la carte du Québec. La raison qu'on vous a mis cette carte-là, c'est que pour ceux qui le savent, la Suède, la géographie de la Suède est similaire à la nôtre. Elle est similaire au point de vue espace, mais similaire aussi au point de vue climat. Donc, on peut, si on veut, faire du compostage au Québec comme ils en ont fait en Suède, tout simplement en ayant une attitude positive. Maintenant, la seconde étape, c'est les expériences qu'on a vécues au Québec. Quelles sont nos expériences avec nos clients spécifiques? On a Gaz Métro qu'on a situé dans le temps, Presse Café, les commissions scolaires, une coopérative d'habitation et une municipalité.
Dans le cas de Gaz Métro, l'initiateur du projet, M. Bertrand Audy, était un des directeurs. Je n'ai pas mis son titre parce qu'il y a beaucoup de chapeaux, M. Audy, mais c'est lui qui était l'instigateur du projet parce que même si c'est Gaz Métro a une conscience sociétale assez incroyable. La façon que l'analyse des besoins a été faite, c'est avec une caractérisation. On a placé le composteur directement à côté de la cafétéria, dans une petite pièce séparée, avec laquelle, quand les gens vont dîner, ils peuvent voir le composteur. Notre travail, nous, chez Jora Compost, on dit toujours que finalement, on ne vous vend pas d'équipement de compost, on vous vend les services qui vont avec. Et pour faire du compost au Québec, je le répète souvent et souvent, il ne s'agit pas de vendre un appareil de compost puis penser que les gens vont faire du compost. Ça prend un accompagnement. Ça prend un accompagnement, un suivi et une relation avec les intervenants qui est constamment à l'affût des questions qu'on va poser. Donc, chez Gaz Métro, on a travaillé avec les gens du groupe Compass. Compass, ce sont les gens qui offrent les services de cafétéria. Compass, c'est une multinationale, il opère sur plusieurs noms. Compass, c'était pour les compagnies, Chartwell, c'est pour les universités. Donc, on était là un mois de temps avec des gens de Compass qui ont été d'une aide incroyable. Ça, c'était la première étape. On a ramassé tous les résidus de préparation de la cafétéria. L'étape suivante, on s'est installé au centre de tri quand les gens revenaient avec leur cabaret et on leur disait effectivement, il y avait 3 endroits spécifiques à Gaz Métro, un qui était le compost, l'autre qui était le recyclable et l'autre qui était les déchets. Et on a vu pendant une semaine chacun des gens qui venaient, puis on leur disait voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça, voilà pourquoi on devrait l'installer ou le vider à tel endroit. Notre prochaine étape, qui va avoir lieu le 15 novembre, on va monter sur chacun des étages pour effectivement faire la même chose, à prendre les résidus des lunchs qui sont sur les étages. Les résultats, depuis un an, on a plus de 3 tonnes de déchets organiques ont été valorisés. Suppression de cueillette, de levée des putricides. Et résultat qui est important, c'est la dernière ligne. Fierté des employés de Gaz Métro envers leur employeur. Ce qu'on veut vous dire avec ça, c'est vraiment simple, c'est que quand on était au centre de tri, on a posé des questions aux gens, on leur disait comment procéder, comment faire. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens nous ont dit on est fiers de travailler pour une compagnie comme Gaz Métro qui ont pris à cœur l'environnement. Donc, c'était une valeur ajoutée qu'on ne pensait pas qu'on était pour avoir. On savait qu'on était dans la bonne direction, mais cette chose-là nous a donné, comme on dit souvent, un petit velours. Les freins au levier, je recompasse a été partie prenante des communications et était présent pour sensibiliser les gens. Il reste que ceci se doit d'être un processus continu. Ce qu'on veut dire par là, c'est que excusez mon anglicisme, mon business model, vous ne pouvez pas acheter d'appareil à compost ailleurs que chez nous. Ce que l'on dit avec ça, c'est que si vous jetez un autre appareil qui est très disponible dans une étagère, il n'y aurait pas de suivi. Chez Gaz Métro, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec leur département de communication et on s'est assuré que le message qu'on livrait, c'était un message standard, c'était un message qui rentrait dans les cordes de Gaz Métro. Et Gaz Métro, ils ont un département de communication très efficace et notre processus a été continu. L'autre exemple qu'on veut vous parler, Presse Café. Un peu différent de Gaz Métro, chez Presse Café, c'est l'initiateur du projet, c'est le propriétaire, Alexandre Goulet. Et vous allez sûrement voir cette chose-là sur notre site Internet. Ce qu'on a fait, c'est Jora Compost qui a fait la caractérisation. L'emplacement de leur composteur est chez nous, à Saint-Hilaire, parce que le Presse Café en question est l'autre client qu'on a, qui est L'Eau Vive, qui est une épicerie végétarienne. Le mandat qu'on a avec eux, c'est le matin et quelques fois l'après-midi, on fait le tour et on cueille leurs résidus. C'est nous qui leur fournissons l'équipement pour ramasser. Donc, formation et accompagnement, on travaille avec les jeunes cuisiniers sur une base permanente. Une des choses importantes, c'est que il y a des jeunes cuisiniers qui travaillent pour gagner leurs études chez Presse Café, donc on est avec eux.
Et eux, Presse Café et l'autre client qui est l'eau vive, ils sont avec nous depuis 3 ans. Presse Café nous a donné à eux seuls 7 tonnes, excusez, 7 tonnes de matières premières. Euh, donc, 70% des coûts des déchets. Euh, le frein au levier, c'était souvent un trop grand roulement du personnel, inattention des jeunes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prépare les mets chez Presse Café, il y a certaines fois que les jeunes coupent les aliments rapidement et il y a des fois qu'on laisse peut-être des cuillères et des choses semblables dans le bac à compost et on le retrouvait à l'entrée de notre appareil. Mais on a une façon de contrôler ces choses-là. Résultat inattendu, Presse Café a gagné le prix du meilleure franchise du Québec, toutes marques confondues à cause de son programme de compost. Une fois par année, vous avez, l'an passé, c'était à Québec, il y a eu un concours sur toutes les franchisés possibles et impossibles, que ce soit Saint-Hubert Barbecue, Subway, et ainsi de suite, et Alexandre a gagné. Une des choses que les juges lui ont dit, c'est que son programme environnemental était, était très adapté aux besoins de l'endroit. Et ce que ça a fait, c'est que ça lui a donné des points additionnels. L'autre projet qu'on est en train d'implanter, c'est une commission scolaire. En fait, c'est la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et la personne ressource qui est à l'initiateur du projet, une personne avec une vision et un talent en environnement incroyable, qui est le coordonnateur du développement durable, M. Dominique Vizina. Ils ont fait une caractérisation. On est situé en arrière de la cafétéria et on commence le 15 octobre 2013. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mercredi passé et vendredi passé, on a rencontré les 16 groupes d'étudiants pour leur parler de où on s'en allait avec le projet, qu'est-ce qu'on faisait avec le projet et ce qu'on s'attendait d'eux. Et Dominique nous avait demandé d'être présent pour chacun des groupes et des intervenants dans ce projet-là, que ce soit la brigade verte ou que ce soit les professeurs. Durant la semaine passée, on a rencontré les 55 professeurs de l'établissement pour effectivement leur dire où on s'en allait. Parce que ce qu'on s'est aperçu en général, c'est que les gens sont prêts à faire l'effort de faire du compost, mais différemment de nous à l'époque où moi j'étais à l'école, si on vous dit crois ou meurs, c'est jamais ben winner. Mais nous, ce qu'on a dit aux gens, voilà qu'est-ce qu'on fait, voilà notre programme, voilà comment on va le faire et voilà ce qu'on s'attend de chacun des participants. Et l'autre projet qu'on a fait au Québec, dans la région de Montréal, la Coop Le Radar. La raison que ça s'appelle le Coop Le Radar, c'est qu'ils sont situés en biais de Radio-Canada. Donc, le projet a été initié par l'Association des locataires. On a fait une caractérisation. L'emplacement du composteur est intéressant parce que c'est ce que nous on appelle des JK400. Ils les ont dans la pièce de récupération des matières recyclables et des poubelles. Ça, c'était le projet initial avec les poubelles. Formation et accompagnement, on a fait 3 réunions de sensibilisation avec les locataires. Et les réunions étaient faites selon la disponibilité des locataires et non pas la nôtre. Ce que nous on dit, c'est que le meilleur service qu'on peut vous rendre, c'est celui que vous allez nous demander. Donc, ils nous ont dit, on aimerait ça que vous soyez là, mettons, 7h30 un jeudi soir, on était là, pour expliquer aux gens comment procéder. Le résultat, c'est que depuis 3 ans, ils ont détourné 6 tonnes de matières premières et il n'y a maintenant quasiment plus de déchets qui sont au chemin lorsque le déchet vient. Frein et levier, on s'est aperçu qu'il y a un locataire, et ça c'est un fait véridique, un locataire non participatif, et on lui a dit, vous n'êtes pas obligé, c'est encore une autre fois, c'est pas croix ou meurt, vous n'êtes pas obligé de participer. Et si vous participez, il faut que vous le faites dans la façon que nous, on pense que ça devrait être fait. Notre plus grande surprise, c'est que lorsqu'on a installé le premier composteur, on s'est aperçu que les gens participaient tellement qu'on a ajouté un deuxième. Dernière expérience, c'est d'une petite municipalité qui s'appelle Saint-Médard. Pour ceux qui connaissent un peu le bas du fleuve, c'est dans les Basques. Et l'initiateur du projet, c'est FMV, le Fonds municipal vert. L'analyse des besoins avait été faite par Coeco de la Pocatière. L'emplacement, c'est près des lieux publics.
Ce qu'on veut dire par les lieux publics, un endroit où les citoyens vont se promener. À l'époque, c'était l'église où tous les gens allaient. Maintenant, c'est le dépanneur. Donc, la bâtisse était à côté du dépanneur et on a fait un concept de chute à dépôt. Et la personne ressource de la ville de Saint-Médard était celle qui emplissait les composteurs qui sont disponibles. Frein et levier, manque de suivi auprès des citoyens sur une base continue. C'est difficile à un moment donné de demander aux gens de toujours participer, de faire un suivi, et ça prend des ressources. Nous, notre fonction était d'être présent une fois par mois pendant l'équivalent de 3 mois, mais il faut continuer, il faut donner lorsqu'une ville s'implique, puis notre rôle, ce n'est pas de prendre la place des villes et municipalités, mais il faut continuer, je pense, à envoyer de la documentation, que ce soit écrite ou sur les médias sociaux ou Internet, avec des courriels, d'aviser les gens qu'un projet se fait, de donner des résultats, surtout donner des résultats. Résultats inattendus, les baby boomers peuvent s'impliquer si on travaille avec eux et on leur dit pourquoi. Je reviens toujours à cette chose-là. Quand on fait une présentation, que ce soit dans des écoles ou un peu partout, quand on parle de compost, surtout des baby boomers, ils font 2 gestes physiques. Ils reculent et ils font une grimace. Parce qu'on a des légendes urbaines, effectivement, à s'adresser. Parce que tout le monde dit le compost, ça prend du temps, ça pue, ça coule. Notre compost, avec les appareils que vous voyez sur votre écran, les appareils manuels font du compost en 8 semaines, alors que l'autre font en 4 semaines. Il y a une raison pourquoi, c'est qu'il n'y a pas de broyeur. La seule façon de procéder, c'est de couper vos aliments. Mais les gens vont participer, comme je disais, sans être redondants, vont participer si effectivement on leur explique pourquoi. Donc, j'aimerais qu'on me rappelle à quand le bannissement de l'enfouissement des matières premières, des matières organiques. La dernière nouvelle qu'on a eue, c'était en 2017, mais il y a questions qui disent que ça pourrait être 2020 aussi. Initialement, pour ceux qui se rappellent, ça avait été 2007 et ça a été reporté dans le temps. Donc, 2017-2020. Est-ce qu'il y a des matières non acceptées, par exemple, de la viande? OK. Une des légendes urbaines, en ce qui a trait à au compost, c'est que on ne peut pas mettre de la viande, on ne peut pas mettre des agrumes, on ne peut pas mettre des produits laitiers. Je vais vous décevoir un peu. Dans nos appareils, on peut tout mettre. Pourquoi est-ce qu'on peut tout mettre? Je n'irai pas dans le détail complet, mais nos appareils résidentiels ne touchent pas au sol, donc n'attirent pas de rongeurs. La température à l'intérieur de nos appareils, que ce soit résidentiel ou l'appareil communautaire, varie entre 62 et 72 degrés Celsius. Donc, qu'est-ce que c'est à toute fin pratique? 67 degrés Celsius, c'est lorsque vous avez fini un cycle de lavage dans votre laveuse à vaisselle que vous ouvrez la température, c'est cette température-là. Question. Numéro 1 de Pascal de Sept-Îles. Vos composteurs peuvent-ils composter la viande? J'ai répondu à ça. Les os, les petits os de poisson, oui, et les os de poulet, oui. Si vous mettez un os de T-bone, non, ça ne se fera pas. Il va être nettoyé à la fin, par contre. Autre question. Est-ce que nous pouvons y mettre des fibres compostables? Essuie-main, papier, oui, on peut le faire. Ce qu'on s'est aperçu avec Gaz Métro, c'est que la quantité d'essuie-main mis dans notre composteur est incroyable. On est en train de travailler avec des gens pour effectivement reprendre les napkins et les papiers à main et d'en faire de la granule. Mais ça pourrait être une utilisation de matière brune, oui. Comment faites-vous le contrôle de compost, exemple, pour les pathogènes? En fait, ce que nous, on fait avec notre composteur, notre JK 5100, le gros, à la 3e sortie de compost, on l'envoie dans un laboratoire pour faire l'analyse. Un laboratoire indépendant ou un laboratoire que vous aurez choisi. Et on vous donne les résultats. Une des choses qu'on peut vous dire aussi qui est très important, dans notre équipe de Jura Compost, on a à plein temps un biologiste, un architecte et un designer. Donc, on s'assure que quand on fait un travail, notre biologiste nous surveille comme il faut pour le faire comme il faut.
Et à date, les résultats qu'on on a eus des sorties de compost étaient A1. Autre question. Quelles sont les utilisations? Juste un instant. OK, voilà. Quelles sont les utilisations du compost? En fait, vous pouvez l'utiliser dans votre jardin, vous pouvez l'utiliser en horticulture. Dans le cas de l'école Saint-Louis, qui fait partie de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, les étudiants vont se servir du compost pour faire des levées de fonds. Au lieu de vendre du café ou des oranges, on va ensacher notre compost et on va le vendre. Lorsqu'on va l'avoir vendu, lorsqu'on le vendra, on va avoir avec le sac en sachet les résultats du laboratoire vous indiquant que le compost est de catégorie 1. Pour le petit compost de Caroline de Mailloux de Sept-Îles, ça va trop vite. Est-ce qu'une entreprise générant X tonnes de compost peut le vendre ou le donner en toute légalité? Oui, effectivement, on peut le faire. Je viens de répondre en faisant l'analyse avec des laboratoires reconnus. Ce qu'on fait habituellement, on a 3 laboratoires qu'on utilise, un de la Pocatière, un de Montréal et un de Saint-Charles. Est-ce qu'une entreprise... OK. Est-ce possible d'avoir une idée de coût moyen lié à l'achat d'une telle machine? Si vous voulez voir le prix de nos appareils résidentiels, vous pouvez aller sur notre site, c'est www.joracanada.ca. En ce qui a trait à l'appareil Logica 5100, nous, ce qu'on préfère, c'est de parler aux gens. On est en train de travailler justement avec des gens de la Côte-Nord, des gens dans le coin de Forestville, pour regarder la possibilité d'installer un composteur semblable. Ce qu'on regarde, c'est, en toute honnêteté, la vitrine que vous nous offrez et on va moduler nos prix en fonction de ce que vous nous offrez et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'on peut penser à y déposer les selles de chiens et de chats? Non. Non. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans les selles de chats et de chiens, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont mangé et comment ils l'ont mangé. Donc, non, on ne veut pas faire ça. Merci de cette île. Si une entreprise ne peut pas installer le composteur à l'intérieur, Oups, ça a été trop vite. Je pense que notre composteur, il faut qu'il soit installé à l'intérieur parce qu'il marche 24 heures par jour. Et on s'est aperçu aussi que quel que soit l'appareil, puis là je ne parle pas juste pour moi, là, lorsqu'il est dehors, il va geler l'appareil électrique, parce qu'on a un appareil électrique, le JK 5100, il va geler et votre processus va ralentir. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour votre composteur. Et ce qu'on s'est aperçu, étant donné qu'on a un architecte et un designer avec nous, il y a toujours des petites poches d'espace qu'on peut travailler. On va travailler avec vous pour prendre votre plan, si vous en avez un en AutoCAD, et on va prendre votre plan et on va regarder les espaces. Évidemment, on va le faire avec vous. On va vous consulter et on va indiquer, je t'ai pour dire plugger, mais ce n'est pas un mot français, on va mettre sur votre dessin l'appareil et les espaces que ça prend. Et aussi curieux que cela semble, il y a toujours des petits endroits d'espace qu'on peut utiliser. Pour le JK, je ne trouve pas les coûts sur le site web suggéré. Non, il n'y en a pas. Il faut que vous m'appeliez, malheureusement ou heureusement. Ça va me donner l'occasion de discuter avec vous. L'électricité, est-ce que je me trompe s'ils ont besoin, quelle est la quantité d'électricité nécessaire? En fait, le composteur JK 5100, qui est électrique, vous avez un moteur pour le broyeur d'aliments, de matières premières, vous avez un moteur pour le distributeur de particules de bois, un moteur pour la chambre numéro 1 et un moteur pour la chambre numéro 2. Tous ces moteurs-là nécessitent ou prennent 980 kWh par année. Si on met le coût de l'électricité au Québec à 10 sous, et ce n'est pas le cas, ça vous coûte 98 $ par année. Si je comprends bien, vous prévoyez vendre le compost. Y a-t-il un retour financier prévu pour ici qui aurait fourni la matière première? Effectivement, il y a un retour financier dépendamment de la façon que vous allez vendre votre compost. Et vous savez tous, j'imagine que le programme Recycle Québec participe au coût de l'appareil et des analyses. Est-ce qu'il y a des hauteurs dans le bâtiment qui abritent le composteur? Je dois dire que chez moi, à Saint-Hilaire, il n'y a pas d'odeur. C'est aussi simple que cela ressemble, c'est que faire du compost, c'est comme faire une recette.
préparer une recette d'un gâteau ou quoi que ce soit. Il faut que ensemble, quand je dis ensemble, vous et nous, lorsqu'on va travailler ensemble, je dis pas si parce que je trouve que là, c'est plus positif. On va trouver la recette, on va trouver la façon de procéder, et si la recette est bien faite, il ne devrait pas avoir d'odeur dans votre pièce. Natalia de Gatineau, combien coûte l'implantation de ce type de valorisation des matières organiques, les économies réalisées? Comme je disais au préalable, j'étais dans votre région, j'étais à Gatineau il y a 2 semaines. On est en train de travailler avec un organisme public et on est en train de faire le montage, de savoir combien ça peut coûter, qu'est-ce que coûte l'appareil, les bacs pour récupérer, l'analyse, le suivi et la formation. C'est plus facile de parler un à un que de vous dire des chiffres en l'air parce que chaque situation est unique et chaque situation doit être adressée comme un à un. J'aime pas les solutions qui s'adaptent à tout le monde parce que c'est pas comme ça que la vie se fait. Chaque situation, chaque opportunité, puis j'aime pas ça appeler ça des problèmes parce que c'est pas des problèmes, on a des opportunités en avant de nous et ensemble, avec votre équipe environnementale et nous, on va trouver la solution qui est la plus optimale pour vous. Nixon Sanon de Matane. Que faire du compost domestique produit si on n'a pas un jardin potager pour l'épandre? Des pistes de solutions de valorisation. Très bonne question, très bonne question. Ce que nous, on a fait avec une école en particulier dans notre région, c'est que quand vous commencez à produire du compost, dans les composts résidentiels, c'est tous les 8 semaines et dans les composts communautaires, c'est 4 semaines. Mais après que le premier cycle est fait, vous avez du compost à tous les 4 semaines, puis après tous les 2 semaines. Ce qu'on a fait, quand les gens nous veulent qu'on s'implique avec eux, on a des alliances stratégiques avec des horticulteurs et des jardiniers qui viennent chercher le compost. Dans le cas chez nous, on le donne parce que c'est pas notre raison d'être. Et nos jardiniers et nos horticulteurs viennent même l'hiver le stocker chez eux. N'ayant pas accès à un laboratoire pour tester le compost dans la région, une entreprise peut-elle tout de même donner légalement le compost à la communauté? Moi, ce que je ferais, si je regarde ce qu'on a fait dans un des projets qu'on a eus, ce qu'on va faire, même si vous n'avez pas de laboratoire dans votre région, vous allez nous envoyer un échantillon où on va aller le chercher. On va l'amener à nos laboratoires, puis on va vous donner le résultat par après. Ne vous laissez pas ralentir par le fait que vous n'avez pas de laboratoire ou quoi que ce soit. Je pense que si on veut avoir du succès, il faut trouver des façons positives et il faut penser en proaction et non pas en réaction. Bonaventure, vous avez parlé de 10 à 12 de copeaux qui constituent la matière brune. Je crois qu'il faut de autant ou 2 fois plus de brun que de vert, du moins dans un composteur. Non. La réponse est 10 à 12 parce que quand vous regardez nos composteurs, si vous allez sur notre site aussi, vous allez voir, il y a un petit démo. Quand on tourne l'appareil qui ne tourne pas au sol, de chaque côté de nos appareils résidentiels, vous avez des trous qui font rentrer l'air. Donc, l'air aide au mélange de granules de bois avec votre matière verte. Aussi, les matières brunes, la granule absorbe, parce que tout le monde sait que, surtout cet été, on a eu un été exemplaire. Quand vous achetez des fruits et des légumes, surtout dans les fruits, on varie entre 92 et 97,5 d'eau. Donc, la matière brune fait la job. Mais, dans le cas de cet été, je peux vous dire que dans le cas de Presse Café, on a ajouté un petit peu plus, on a réglé notre distributeur de particules à la place de le distribuer à 10-12 secondes, on l'a monté à 15 secondes parce qu'on avait beaucoup de salade de fruits. Question numéro 8, Sophie Legault de Victoria. Qu'en est-il des micro-organismes décomposeurs? La façon que nos composts fonctionnent, les micro-organismes, quand on vide notre composteur, étant donné que la température monte de 62 à 72 degrés Celsius, la chaleur fait que toutes les bactéries sont détruites. Quand on vide, on en laisse un peu pour le prochain coup. Donc, il n'y a pas rien d'autre que la matière première et les granules de bois qu'on met dans notre composteur. Et c'est ce qui fait la fonction. La preuve, c'est qu'on on a un projet sur le plateau Mont-Royal dans 5 parcs. Et je dois dire que les gens ont posé cette question-là. Et lorsqu'on ouvre l'appareil et vous voyez la chaleur sortir, on voit pertinemment que l'appareil, avec juste les matières premières, fait office
de travail et fait office de produire du bon compost. Question numéro 9. Estelle Richard de Québec. Combien coûte l'achat de... Et aussi, que se passe-t-il avec le compost créé après 4 semaines? Donc, comme je vous disais, le prix du composteur, j'aimerais vous parler, Estelle, si c'est possible d'aller voir votre organisation pour vous faire un prix à vous. Et compost créé après 4 semaines. Ce que je peux vous dire, si vous regardez notre appareil, on dit 20 tonnes par année. Je mets 20 tonnes de matière première. Le compost produit, c'est environ à peu près 30 donc vous allez produire 6 tonnes de matière première. La première semaine, c'est pas si pire, mais à tous les 2 semaines, quand vous allez en sortir, effectivement, vous allez en avoir beaucoup. Comme je disais un peu plus tôt, vous pouvez avoir des alliances stratégiques avec des jardiniers ou des horticulteurs ou de faire ce comme on a fait récemment. En fait, quand je dis récemment, Journée de la Terre, on a fait une distribution de compost aux employés de Gaz Métro et on a aussi donné du compost à certaines écoles pour faire des projets environnementaux. Autre question. Vous vous déplacez aux îles de la Madeleine? Sûrement que je vais me déplacer aux îles de la Madeleine. Et je pense que l'an passé, il y a quelqu'un des îles de la Madeleine qui était venu voir l'opération qu'on avait faite. Et évidemment, grâce à la Semaine québécoise de réduction des déchets, on avait été à la coopérative du radar avec Bogdana pour voir justement l'installation qu'on avait faite. Et il y avait quelqu'un aux îles de la Madeleine. Je ne dis jamais non à une opportunité de travailler dans l'environnement. Qui s'occupe de ramasser les matières organiques récupérées là où Jora Compost implante leur composteur. Merci. Dans le cas de Presse Café et de l'eau vive, c'est nous qui le ramassons. Mais ce qu'on a fait à Montréal aussi, qui était un succès, c'est qu'on travaille très, très étroitement avec les écoquartiers. Et dans chacune des villes, vous avez la possibilité de créer soit une brigade verte, ou soit un écoquartier, ou soit des gens qui sont intéressés. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que certains retraités aimeraient participer et lorsqu'on arrive le temps de parler aux gens et de leur dire voilà ce qu'on aimerait faire, l'important c'est de dire aux gens voilà pourquoi on le fait, voilà où on a besoin de vous et ces gens-là pourraient effectivement dans une municipalité ou dans un endroit faire la collecte, nous aider à faire des présentations aux gens pourquoi est-ce qu'on le fait et de développer un programme pour intéresser chacun des couches de la société. Autre question. Bonjour, le déplacement est aux frais de qui lorsque vous vous déplacez? Merci. Madame André-Anne Rouleau de Sept-Îles. En fait, lorsqu'on s'est déplacé à Sept-Îles, parce qu'on le fait cet été, sans dévoiler des secrets d'État, on a été à l'Illuminerie Alouette, parce qu'on avait, en fait, cette semaine-là, on avait une présentation à Forestville, on en avait une à Bécomo, et on en avait une à Rivière-du-Loup. Donc, on s'est dit, quant à faire des présentations, si on est pour travailler ensemble, on va se rendre à Sept-Îles. Donc, ça a été aux frais de Jura Compost. Le JK 400 peut-il être mis à l'intérieur ou à l'extérieur? Le JK 400 qu'on a installé dans les coops a été installé dans des endroits, comme sur la photo on montrait, dans des endroits où il y avait le recyclage et les déchets. Le mien, mon composteur, est dans ma cabane à jardin. Il fonctionne 12 mois par année. Si vous le laissez à l'extérieur, la discipline que vous avez besoin, c'est de mettre des produits à l'intérieur à tous les jours, de le tourner. Votre cycle, à place d'être 8 semaines, il peut être 12 semaines. Si, comme mon biologiste le fait, rendu à la première gelée, il remplit son compost au maximum, il le laisse geler, puis lorsque vient les 8 prochaines semaines, il le laisse dedans, et lorsque la chaleur arrive, tout dégèle et le compost continue. Mais vous pourriez le mettre à l'extérieur. Dans certains endroits, on a mis des petits composteurs à l'extérieur. On a un dessin d'un de nos clients qui nous a fait une petite cabane, ni plus ni moins, avec du bois récupéré et il a mis de l'isolation. Et lorsque les des grands froids, c'est un de nos clients, notre distributeur dans l'Ouest canadien, à un moment donné, il nous a envoyé une photographie, il faisait moins 22 à l'extérieur et dans son composteur, il faisait 57 degrés Celsius. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une lampe 40 watts pendant une journée pour justement maintenir le principe. D'où provient le bois utilisé comme matière brune? C'est de la granule de bois. Et ni plus ni moins, quand on utilise la granule de bois, c'est qu'on referme le cercle, c'est-à-dire que la ripe de bois est pressée, il n'y a pas
n'y a pas de colle dedans. On veut s'assurer que c'est de la bonne rive de bois. Et dans votre coin, à cette île, vous avez de l'autre côté récupération des basques qui, effectivement, produisent de la granule de bois. Et sur votre territoire, vous en avez quelques-uns. Question numéro 11. Quels sont vos moyens, outils pour mettre en place le compostage sur les étages? En fait, première chose, il faut faire une caractérisation. Il faut se promener, de voir ce que c'en est. On va implanter ça chez Gaz Métro d'ici 15 jours. Et le service de cafétéria va être celui qui va ramasser les résidus. En ce qui a trait à des entreprises, il faut, comme on dit souvent, nous, pour faire du compost, ça prend un champion, une championne. Ça prend quelqu'un qui va prendre le projet et un peu comme dans le langage du football, courir avec la balle et de s'assurer qu'on le fait comme il faut. Claudia Bergeron, from Boucherville, est-ce que le papier brun pourrait remplacer? Oui, il pourrait remplacer les matières brunes. Estelle Richard de Québec, pensez-vous que vos installations pourraient répondre aux défis représentant l'implantation de compostage dans les multilogements? Non seulement je pense, mais je suis sûr. Je suis sûr parce qu'ici à Montréal, probablement comme chez vous, les municipalités ne sont pas équipées pour ramasser les putricides dans des 6 et plus logements. Et lorsqu'on le fait dans le coop du radar, pour en mentionner un, c'était effectivement pour contrer le ramassage de déchets. Et dans le coop du radar, il y a 60 habitations. Donc, il y a eu deux JK 400. Donc, les feuilles mortes aussi pourraient être utilisées comme matière brune. Oui, je dis oui, mais je suis pas friand de ça parce que mon biologiste dit toujours, quand on met des matières brunes, des feuilles mortes, certaines fois, puis je dis pas que c'est la règle générale, certaines fois, les feuilles ont des bactéries, ils ont des choses qu'on ne connaît pas. Et la tige d'une feuille morte, c'est quand même du bois, ça peut prendre un peu de temps. Si vous avez des feuilles mortes qui sont séchées, moi, ce que je faisais dans le passé, c'est que j'utilisais mes feuilles mortes que j'ai déchiquetées. Mais ce que je me suis aperçu, parce que je suis un mauvais vendeur, mais je suis un comptable de formation, je trouve plus facile de calculer 10 à 12 d'une matière comme les granules de bois que de peser 10 à 12 d'un grand tas de feuilles mortes. Autre question. Quels sont vos clients? Ici, les municipalités étudient la capacité annuelle de compostage. Nos clients sont aussi curieux que ça ressemble à tous les endroits que vous avez une cafétéria ou qu'il y a de la nourriture. Ce sont nos clients. La capacité annuelle de compostage, si vous regardez un JK 400 pour des coops d'habitation, peut prendre 1 tonne de matière première par année, donc 1 tonne de matière première, 30% va produire du compost. Et si vous regardez le JK 5100, c'est 20 tonnes par année. Et on calcule, nous, de Jora, que plus vous allez réduire le compostage à simple expression, plus ça va être facile. Une machine de 200 tonnes, pour nous, c'est une dimension pas humaine, c'est trop gros. Et si on regarde les plans d'ensemble qu'on a dans les écoles, nous, on calcule que le compost et le compostage et les outils que l'on offre, c'est un outil de formation, d'éducation et c'est un outil sensible dans le sens que c'est sensible pour les gens parce qu'ils trouvent que la dimension, elle est bonne pour eux et qu'ils peuvent s'approprier le projet. Alors, j'ai une note de mon ami Anne Le Goff qui me dit que c'est ma dernière question. Merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter un sujet passionnant qui est l'environnement. Et je pense que, comme on dit souvent sur notre site et nos communications, il est temps de redonner à la Terre ce qu'on y a pris. Parce que finalement, l'univers n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de l'univers. Merci et bonne journée à tous.